Bien, merci d'assister à cette conférence le QR Code. Donc, je suis Henri Saporta, rédacteur en chef d'Emballage Magazine. Et donc, avec Laurent, nous avons préparé cette conférence, le QR Code, le Big Bang de la traçabilité. Et nous avons deux invités, Éric Lagarde de Markem Images et Philippe Graal de Domino, pour avoir un point sur les enjeux et la mise en œuvre industrielle de cette technologie. Un micro va circuler dans la salle et si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas en cours de route, si vous le souhaitez. Donc, je vais m'asseoir. Merci Laurent. Donc, avant de lancer le sujet, je voulais faire une introduction sur un événement d'actualité. Vous voyez à l'écran un œuf. Et pourquoi il y a un œuf? Alors souvent dans l'emballage, on prend l'œuf comme l'exemple de l'emballage parfait, de la nature et tout ça. Là, c'est pas ça du tout. C'est qu'en ce moment, il y a une opération de retrait-rappel qui est en cours, qui concerne environ 3 millions d'œufs, 7 marques, et plusieurs types de conditionnement, des boîtes de 6, des boîtes de 10, des boîtes de 12. Et il y a même des œufs qui sont vendus sans marque et sans boîte et en vrac. La question, c'est comment aujourd'hui on peut récupérer 3 millions d'œufs dans les magasins français. Donc là, c'est pour une histoire de salmonelle. Et donc c'est une opération de retrait-rappel extrêmement complexe. Et dans tout ce que j'ai lu sur cette opération, donc c'est la société Ovalis qui est à Pamproux et le site qui conditionne les œufs dessert environ 20%, conditionne environ 20% des œufs en France. Donc c'est quelque chose vraiment de gigantesque. Et dans tout ce que j'ai pu lire sur cette affaire, on voit bien la question des marques, on voit la question des enseignes, on voit la question du conditionnement, et on ne voit jamais la question de comment on fait pour aller trouver la bonne boîte dans le bon magasin ou éventuellement chez le consommateur qui a acheté ses œufs. Et je prends cet exemple aussi pour un clin d'œil, parce que si vous regardez un œuf, vous verrez que ces œufs sont marqués avec des encres et que chaque œuf est identifié à l'unité. Et à l'époque, c'était révolutionnaire. Voilà, donc c'est aussi un beau raccourci sur les technologies du marquage-codage. Donc, Emballage Magazine a titré finement sur cette affaire « La traçabilité marche sur des œufs » parce qu'effectivement, la possibilité de retrouver ces œufs relève à chercher une aiguille dans une botte de foin. Voilà. Et donc, on va voir avec Laurent que la fonctionnalité du QR code, qu'on va détailler tout au long de cette conférence, permet notamment de raccrocher dans un même code le GTIN, c'est-à-dire ce qu'on voit aujourd'hui sur le code barre, et les numéros de lots qui permettent, au sein d'une catégorie de produits, de définir les lots qui sont concernés par le rappel. Donc, Laurent, on va se tutoyer, on va se vous voyer sur scène, on va se vous voyer. Laurent, c'est à vous. Je vous remercie. Henri évoquait... Donc, Laurent Tonnelier, qui est président de Mobilid, et je vous présenterai au fur et à mesure. Donc, je suis Laurent Tonnelier, je préside la société Mobilid créée en 2008 autour d'une expertise qu'on a développée au fil du temps sur, dès 2008, le QR code et le NFC. Mobilid participe à des travaux de normalisation au niveau France, AFNOR, Europe, Senelec, participe au Digital Product Passport, à l'international sur l'identification des produits. Et depuis maintenant quelques années, auprès d'Emballage Magazine, on a évoqué le domaine des possibles autour de l'évolution des codes à barres auxquels on participe sur comme un des éléments de solution au retrait-rappel.
tous ces travaux qui ont démarré il y a quand même quelques années, maintenant, on fêtera les 10 ans des premières initiatives autour de l'évolution des codes, donc il faut qu'il y ait un certain temps. Mais il y a 2 dates marquantes, que sont le rapport de l'Assemblée nationale sur l'incident Lactalis 2017, le rapport du Sénat en 2022 et la promesse de GS1, l'organisme qui gère les codes à barres, ambition 2027. Ces 5 années sont des faits marquants. Le premier, c'est l'incident qui évoquait la problématique, la difficulté de pouvoir retrouver un lot, de retrouver une référence, d'informer le consommateur, de permettre peut-être le blocage en caisse, d'avoir une meilleure information. C'était un des éléments qui n'avait pas de réponse en 2017. 2022, le Sénat liste, 5 ans après, l'avancée, les avancées, dont les avancées technologiques, dont les avancées autour des normes, parce que la différence vient du fait que d'avoir des initiatives privées, c'est une chose, mais de pouvoir ensemble, avec parfois des sociétés concurrentes, travailler sur la définition des bonnes pratiques, des normes, des standards, des normes, et à partir de là, à partir de la publication, de construire des solutions techniques qui répondent au mieux à ces normes, c'est là l'évolution. Et on voit que dans le rapport du Sénat, que vous pouvez voir disponible en ligne, ils indiquent que l'évolution du code à barres est une des solutions qui permet d'améliorer le retrait-rappel des produits, et ils nomment les caméras industrielles, les systèmes de caisse et les téléphones portables. Mais au-delà des technologies, il y a quand même quelque chose de particulier. Ceci n'est pas un photomontage, et on l'avait partagé avec Emballage Magazine il y a quelque temps. Une date limite de consommation imprimée qui donne effectivement comme date de limite de consommation le 80-05. Je n'ai jamais vraiment su à quoi cela correspondait, mais ça a été imprimé et disponible en magasin, ça n'est pas un photomontage. C'est pour souligner une chose, au-delà de la technologie de marquage, de la technologie de lecture, de la gestion, il y a un véritable travail à mener sur la qualité de l'information, certes sa mise à disposition au niveau industriel, certes sa mise à disposition au niveau du grand public, mais il y a un véritable travail justement sur la qualité de la donnée. Cette information de date limite de consommation était a priori pas excessivement pertinente. Une date étrange venue d'ailleurs. Pour revenir sur ces dates, aujourd'hui on a des dates de durabilité minimale avec le règlement INCO. On a des dates de limite de consommation. Et bien les œufs, c'est encore une autre date, c'est les dates de consommation recommandées. Donc on a encore un autre système. Donc, au-delà des problématiques, le but c'est d'être capable de passer de la défiance dans la donnée transmise, dans la défiance sur le produit, sur les marques parfois, de construire tout un environnement de confiance pour pouvoir fournir de façon simpliste parfois, mais simple au moins, une information légitime par rapport à qui a émis cette information et de confiance. Les 2 problématiques sur lesquelles, qui ne sont pas du tout des problématiques techniques, mais qui ont leur importance, c'est les organisations en silo. Mobility intervient auprès de différentes structures. Rares sont celles où on a autour de la table les gens du marketing, parce que oui, l'arrivée des QR codes a une dimension marketing, les gens de la logistique, les gens de la qualité, les équipes en charge du retrait-rappel, d'autres en charge des jeux concours. Tous ces gens-là doivent se retrouver autour de la table parce qu'on parle d'un même dispositif qui peut servir différents univers. Le vrai problème, c'est qu'on pourra rencontrer telle ou telle entité dans une organisation, elles sont toutes concernées et les projets aujourd'hui qui rencontrent le succès sont celles dans lesquelles la direction générale était impliquée dès le départ. L'autre problème, c'est les technologies. Là, c'est la tour de Babel, c'est qu'effectivement, en dehors de toute standardisation, en dehors de toute norme, ce sont des langages totalement différents, des technologies totalement différentes qui ne communiquent pas entre elles. La chance aujourd'hui, c'est que le format est défini, son contenu est défini, et on peut avoir des solutions concurrentes, par exemple de marquage, des solutions concurrentes de lecture, qui partagent tous, et j'insiste, le même langage. Et c'est ça la différence entre 2017, 2022 et aujourd'hui. Cependant, le format actuel du code à barres doit évoluer. Ce visuel de Carrefour a quand même 15 ans, dans lequel on explose le code à barres. Donc, je passe. Voilà.
Alors, je pense que ce qu'on voulait indiquer avec Laurent, cette timeline est extrêmement importante parce qu'on oublie que le code Adbart, c'est les années 70 et qu'il a mis quand même beaucoup de temps à devenir universel. Donc aujourd'hui, lorsque certains vous parlent de, par exemple en 2018, des spécifications techniques du Digital Link, il faut savoir que cette innovation, cet accord entre les membres de GS1, les marques, les distributeurs, les fournisseurs de solutions, n'a pu se faire que sur cette construction. Au départ, il y a l'identification du produit, 1974. En 89, les technologies web et Internet. En 2008, un brevet est devenu norme internationale. Donc on est passé du brevet japonais de DensoWave utilisé chez Toyota. On est passé à la normalisation d'un code ISO 18004. Ce code optique a son compagnon radio, le NFC, qu'on a dans les paiements, en 2009. 2012, on voit apparaître des codes graphiques. 2014, je reviendrai sur présenté lors de l'événement GS1, le concept pack. 2022, cette fois-ci, on commence à appréhender, grâce au Digital Product Passport, que vous avez probablement entendu ce vocable, qui est la Commission européenne qui demande de pouvoir marquer à l'unité les batteries de voitures avec des codifications, à nouveau un langage commun, et surtout d'y introduire une dimension de sécurité. 2022. Tout ceci pour amener à 2027. 2027, il n'y a pas d'obligation. 2027, c'est la date qui a été donnée par les marques et les distributeurs pour que les systèmes de caisse soient capables de lire à la fois le code historique 1974 et à la fois le QR code GS1 Digital Link publié et spécifié en 2018. Ce qu'on va voir au cours de la conférence, c'est on a mis en introduction, en titre de cette conférence, cette notion de Big Bang. Il y a une question de calendrier aujourd'hui qui est quand même assez précise, c'est-à-dire que cette ambition 2007, ça impose pour tous les acteurs du marché, on parle bien de la grande consommation, on parle bien de centaines de milliards de produits, on parle d'une chaîne de valeur très très complexe avec beaucoup d'acteurs. Là, ce qu'il faut imaginer, c'est que tout le monde se parle pour arriver à utiliser cet outil qui est sans doute la première fois un outil qui permet de centraliser absolument toutes les informations qu'il y a autour d'un produit emballé. Et donc on peut aller de la liste des ingrédients jusqu'aux consignes de tri et de recyclage, avec évidemment toutes les opérations de retrait-rappel. Et donc ce qu'on voulait essayer d'indiquer aujourd'hui, c'est cette notion de Big Bang avec peut-être quand même un compte à rebours qui est enclenché. Voilà. Donc en 2014, à l'université de GS1, on a présenté avec Bledina, merci à eux, un concept pack qui se voulait, ce qui est devenu le GS1 Digital Link. Sur la partie gauche, la capacité de lire en caisse un produit, tout en conservant les informations légales de date d'expiration, de numéro de lot et autres. Et la capacité sur la partie droite qu'un mobile soit capable de scanner ce même code pour avoir de l'information. Avant 2014, la proposition était d'avoir des QR codes à vocation marketing d'un côté, des codes data matrix d'infologistique d'une autre et le code à barre du code produit. Le but étant d'avoir sur un seul produit, un seul code qui permette de remplir différentes fonctions. Ce slide est hautement technique. Vous voyez sur le code EAN, vous avez un numéro de 13 chiffres. Grande révolution, il est passé depuis quelques mois maintenant à 14 chiffres. Et dans les mois qui vont suivre, nous allons constater la disparition de l'EN 8. Donc il n'y aura plus que des GTIN 14, EN 14, 14 positions, 14 chiffres. Pour autant, ces 14 chiffres ne suffisent simplement à identifier une référence, c'est tout. Non pas d'identifier un produit unitaire, non, une référence produit. Dans la deuxième proposition, on met une URL, on la combine avec ce même numéro, et voilà, de base, vous avez la naissance du Digital Link, qui est le mariage, on va dire, du monde de l'Internet et des codes produits. C'est tout. C'est la base. Mais ça va bien au-delà. Concrètement, ça veut dire que dans une gamme de yaourts, on pourra distinguer dans les codes les fraises, la banane et les myrtilles. On y arrive. Donc, 74, un code, un usage. Ce code, c'est le bip en caisse. À partir de 2018, à partir du même code, on est capable
oui, de conserver de la lecture en caisse, oui, d'avoir des informations de lecture logistique, oui, d'avoir de l'information marketing. Le principe, il est assez simple. Vous avez des poupées russes. À l'extérieur, ça ressemble à un QR code. Ce n'est pas tout à fait seulement un QR code. À l'intérieur, vous avez un lien URL. Oui, mais ce n'est pas uniquement un lien URL. Et à l'intérieur, vous avez les AI, les Application Identifier GS1. Et ces identifiants, d'aucuns d'entre vous les connaissent déjà. On les a dans le domaine de la pharma, on les a dans le domaine de la logistique, de la traçabilité sur le colisage. Ce sont exactement, rigoureusement, les mêmes identifiants. Ce qui veut dire que dans un même QR code, vous allez retrouver des informations sur le produit, la variante du produit, le numéro de lot, le numéro dans la série, si vous le souhaitez. Donc, on évolue dans un niveau de granularité qui va jusqu'à l'unité produit. Et c'est là où on retrouve les travaux de GS1 sur le marquage des produits à l'unité et l'expression des besoins faits par la Commission européenne dans le cadre du Digital Product Passport. Ce qui est assez intéressant, c'est que toute société aujourd'hui qui travaillera sur ces normes, je parle effectivement de la partie norme, QR code, la partie standard GS1, est capable de construire quelque chose qui aura par construction plusieurs usages. Oui, on continuera le passage en caisse, on autorisera un retrait-rappel optimal, on répondra aux demandes de la Commission européenne qui aujourd'hui a demandé un marquage sur les alcools, c'est une certaine division, DG, on appelle ça, au sein de la Commission, mais en même temps à travailler sur l'ESPR, en travailler sur EPREL, vous savez, les étiquettes sur les produits blancs, les produits bruns sur l'énergie, c'est le même dispositif, un QR code avec un niveau de hiérarchie. Il fallait qu'il y ait un langage commun. Heureusement, il existe aujourd'hui des langages communs, mais ce qui crée la confusion, c'est qu'il n'y a pas une initiative, il y en a plein. Pour autant, une société qui commencerait pour un besoin marketing de jeu concours dans lequel elle a un besoin d'avoir un numéro unique, prépare aussi un retrait-rappel optimal. Merci Laurent. On continue. Oui. Donc sur les changements notables sont qu'on va évoluer de la partie données froides dans laquelle on avait uniquement la référence du produit à des données extrêmement chaudes dans lesquelles on va imprimer à la volée, en ligne, imprimer des informations telles que la date limite de consommation, telle que la date d'utilisation optimale, c'est ça? Date limite d'utilisation optimale, différentes informations à la volée. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, sur les dispositifs actuels d'impression qui imprimaient le code à barre EAN 13, vous pouvez imprimer un GS1 Digital Link qui contient uniquement la référence produit. C'est possible. Mais maintenant, vous pouvez même mettre la variante. Travailler avec un imprimeur, travailler en ligne pour pouvoir introduire un bien meilleur niveau de granularité. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'une fois qu'on a basculé vers la partie variable du code, je dis bien la partie variable du code, eh bien vous vous retrouvez avec un domaine des possibles considérable. Imaginez, pour pouvoir vous projeter, ce qui s'est passé depuis 2012 dans le médicament, dans lequel vous avez vu disparaître le code produit au profit d'un data matrix qui non seulement est celui qui est lu par les caisses en pharmacie, par les systèmes de caisse en pharmacie, mais qui contient la date d'expiration du médicament, différentes informations, et pour certains, une sérialisation unitaire. Donc ce qui s'est passé depuis 2012 dans le domaine de la pharma va arriver, c'est certain, dans la totalité des domaines de grande consommation. Et donc cette coupure entre les données froides et les données chaudes, pour la filière de l'emballage, elle est extrêmement importante parce qu'aujourd'hui, on voit avec les réglementations qui évoluent, avec tous les impératifs je prends le Nutri-Score par exemple, mais tout ce qui évolue au terme de l'information légale et de l'information commerciale implique souvent une gestion des stocks préimprimés de plus en plus complexe. Et souvent, par exemple, les pouvoirs publics autorisent les marques à jouer sur des périodes de transition pour ne pas, par exemple, gaspiller des produits qui ont été déjà conditionnés. Et ce qu'on va voir par la suite, c'est que le QR code va permettre un déplacement important de tout ce qui est fait en impression fixe, c'est-à-dire les grandes technologies, c'est l'offset, la flexo et l'hélio, avec des stocks, avec des délais de production, avec tout ce qui ça comporte dans l'industrie, et de le déplacer entièrement sur ce qu'on appelle l'impression variable. Et
derrière tout ce qu'on est en train de dire en ce moment, il y a toute une réorganisation de toute la fonction d'information du PAC qui est en cours. Peut-être que Laurent, on va avoir maintenant de retour. Je peux finir. Moi, je finis. Juste la. Comme tu veux, vas-y. Non, comme ça, après, tu vas avoir la conclusion. Juste sur le Big Bang. On peut peut-être parler des variables. Parce qu'on a intitulé ça Big Bang. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir un déploiement industriel qui est à ce stade-là. Quand on a préparé l'intervention tout à l'heure, on a vu que chez certains de vos interlocuteurs, cette notion d'impression fixe et d'impression variable n'était pas tout à fait perçue encore. Alors, bonjour à tous. Alors, Éric Lagarde, Markem Images. De Markem Images, je suis Global Strategic Account Manager et je m'occupe aussi de la commercialisation d'une toute nouvelle technologie appelée SPI pour justement répondre à ces changements et à la nécessité d'avoir des solutions d'impression à très haute cadence avec un contraste suffisant. Donc, quand on parle de Big Bang, en fait, il va falloir regarder pour quel écosystème est-ce un Big Bang. Pour les fournisseurs de solutions de marquage et de codage, nos imprimantes impriment depuis très longtemps des codes 2D et des codes, que ce soit des QR codes ou des data matrix. Donc, comme on le dit souvent chez Markem Images, pour nous, c'est une évolution dans le marquage. Par contre, c'est une révolution dans les usages. Donc, il y a effectivement un Big Bang pour tout l'écosystème, que ce soit au niveau de l'industriel, du distributeur et du client final, qui vont pouvoir profiter de ces informations. Philippe. Merci. Je suis Philippe Graal, directeur commercial chez Domino. Pour ma part, je dirais qu'on est en face de quelque chose de très particulier qui nous rappelle en même temps, vous en parliez tout à l'heure, l'époque du code à barre dans le domaine du pharmaceutique. Je vous rappelais une époque, on utilisait le code barre sur les médicaments, c'était un code barre type 39. Il a été remplacé rapidement parce que ce code barre il s'agrandissait avec le temps et il a fallu trouver une autre solution. On est parti sur le data matrix. Et ce data matrix, très rapidement, est devenu la référence. Alors, une référence importante, puisqu'il a fallu trouver des technologies capables de le faire. Donc, pour nous, acteurs du marquage, comme le précisait Eric, il a fallu qu'on évolue très clairement dans le milieu du marquage et proposer des solutions capables d'assurer une définition suffisante et donc une très bonne relecture de ce data matrix. Ce data matrix, aujourd'hui, dans le domaine du médicament, il va intégrer le GTIN, mais aussi toutes les informations comme le lot, etc., etc. Et la numérotation unique aussi, on en parlait tout à l'heure. Donc finalement, on est en train aujourd'hui de transposer ce type d'évolution à ce qui va s'appeler demain le QR code, sachant que cette fois-ci, ce QR code, vous allez pouvoir lire l'information avec votre téléphone, ce qui n'est pas le cas du data matrix. C'est-à-dire que là, on va s'adresser autrement aux consommateurs. Donc il va y avoir une révolution, je pense, côté consommateur. On va donc lui donner plus le moyen de communiquer avec la marque. On peut imaginer avec le QR code à l'avenir donner son avis sur un produit s'il nous a plu ou pas plu, hein, entre guillemets. Mais on va pouvoir aussi disposer d'un maximum d'informations, comme par exemple, pourquoi pas, la notice d'utilisation, etc., etc. C'est vraiment un code très complet. Donc ça va forcément être pour nous, en tant qu'acteurs dans le domaine du marquage, être une évolution. On va devoir mettre en place ce qu'il faut pour permettre l'impression de ce QR code à des cadences plus ou moins rapides. Mais c'est aussi une évolution, une révolution pour les industriels qui vont devoir aussi réfléchir à la méthode, à la manière de le codifier en interne. Et puis le consommateur, ça va aussi le bouleverser un petit peu parce que, comme on le disait tout à l'heure, le passage en caisse, il va se faire avec un QR code. Donc, pour peu que le produit ait été oublié dans un rayon, si vous voulez, un produit malheureusement qui aurait dû être retiré du marché, très rapidement, la caissière va être capable de dire « Non, non, monsieur, je ne suis pas capable de vous le vendre. » Hop, le retirer. Alors qu'en temps normal, vous seriez parti à la maison avec ce fameux produit. Voilà. Et j'ai eu le plaisir de vous remettre un Oscar oui, hier soir. et je vous en remercie à nouveau. On a eu la chance de recevoir l'Oscar de l'emballage, tout simplement avec une belle technologie, une nouvelle technologie d'ailleurs, puisqu'elle a évolué avec le temps, et une technologie qui vient d'ailleurs, hein, c'est une évolution de la fameuse imprimante jet d'encre thermique qu'on a eu l'occasion de vendre à partir de 2010 dans le milieu du pharmaceutique, en grand nombre, hein, très clairement. C'était une alternative aux imprimantes laser.
Donc on est ravis d'avoir reçu ce prix avec une nouvelle imprimante qu'on appelle OPT, donc pour Optimal, qui va permettre cette fois-ci d'imprimer à des distances supérieures à ce qu'on connaissait jusqu'à présent, en termes de distance tête-produit, si vous voulez, tout en conservant une qualité d'impression vraiment nickel pour avoir la meilleure relecture possible. Et elle permet de faire des QR codes. Et elle permet évidemment, oui, de faire du QR code, vous avez raison, du data matrix, je dirais, à des définitions qui peuvent monter jusqu'à 600 dpi. Alors, il y a 2 ans avec Eric, nous étions sur cette scène et donc vous aviez dévoilé en exclusivité le système SPI. Alors effectivement, nous avions dévoilé cette nouvelle technologie SPI, impression à très grande vitesse, avec un fort contraste, avec une flexibilité de la distance, notamment pour imprimer sur les différents produits, et aussi pas forcément sur des surfaces plates. Cette technologie, depuis, a été implémentée chez certains clients. On a une demande de plus en plus forte parce que les clients, dans le cadre de ce Big Bang et de cette transformation, l'un des enjeux pour eux, c'est aussi d'éviter d'impacter la performance de leur ligne. Ils ont beaucoup de challenges aujourd'hui avec l'environnement, changer les packaging, avec la gestion de la data, avec la sécurité et la traçabilité des produits, avec le fait qu'ils ont besoin de pouvoir réagir beaucoup plus vite, avec la contrefaçon qui arrive, avec des modèles économiques où on était global et on pense un peu plus local, avec aussi la sécurité des réseaux et de la data. Tout ça sont des énormes challenges. Et rajouter à ça aujourd'hui, vous avez l'intelligence artificielle qui va aussi complètement transformer la réflexion autour de la data. Donc quand on prend tous ces éléments, les challenges sont très forts pour nos clients. Et pour les industriels, il est primordial de garder la performance dans la production. Alors quand on a discuté de la conférence tout à l'heure, vous aviez évoqué, Philippe, que sur les boîtes de médicaments, finalement, c'est une contrainte de place qui a finalement conduit au Data Matrix. Et pour ceux qui auront suivi cette information qui est quand même assez étonnante, en Corée du Sud, les étiquettes autour des bouteilles d'eau vont être interdites. Donc il n'y aura plus d'étiquettes autour des bouteilles. Donc quelle va être la solution pour dire aux consommateurs les informations légales? Ça sera... Oui, c'est l'occasion pour moi effectivement de vous parler d'une solution plutôt plutôt intéressante. En Corée du Sud, pour ceux qui ne le savent pas, ils ont une législation qui tombe en 2026 pour supprimer les étiquettes au niveau des bouteilles d'eau. Donc aujourd'hui, ils cherchent des solutions pour identifier les bouteilles, évidemment. En Asie, ils sont un petit peu en avance sur l'usage du QR code. Pour tout vous dire, on a eu la chance, en ce qui nous concerne, de faire la promotion et la vente, puisque la machine était vendue sur différentes lignes de production en Corée du Sud. Cette machine est d'ailleurs exposée sur notre stand qui est juste derrière vous. Cette machine est capable d'imprimer jusqu'à 125 mètres minutes en vitesse linéaire à une définition de 600 dpi. Et on marque le QR code, si vous voulez, directement sur le bouchon. Donc pour faciliter la tenue, on a un traitement plasma, un séchage UV au niveau du marquage. Et aujourd'hui, on a plusieurs clients, effectivement, qui, dès maintenant, en fait, ont initié l'identification à travers un QR code. Donc plus d'étiquettes, c'est simplement pour, on va dire, limiter les déchets, mais aussi faciliter le recyclage du PET, évidemment. Donc on va voir quand potentiellement ça peut arriver en France, mais en tout cas, c'est une application qui existe. Et on a d'autres projets en cours de ce type par ailleurs. Juste peut-être, la bonne nouvelle, c'est que tous les industriels travaillent dessus. Donc nous avons également, au travers de notre solution, la possibilité d'imprimer non pas que sur le bouchon, mais aussi sur les goutets des bouteilles. Cela va dépendre des applications. Mais pour être plus sérieux, je pense que ce qui est intéressant quand on parle d'un Big Bang, c'est de se dire mais qu'est-ce qui va changer? Et en fait, on parle de technologie, mais ce qui est important, c'est la valeur de la data. Chez Markham Image, notre slogan, c'est « Intelligence Beyond the Mark ». C'est-à-dire, qu'est-ce que vous allez faire de votre data? Et pour gérer cette data, ce qui est important, c'est de regarder tout l'écosystème. Bien entendu, ce n'est pas une solution juste de marquage. C'est une solution de hardware, de marquage, et ensuite de tenir compte de tout l'écosystème. On parlait des scanners de caisse, et vous voyez ici sur l'écran une photo avec le scan qui va être fait d'un produit. C'est fondamental de gérer tout l'écosystème. Et l'important, c'est d'avoir une solution complète. Cette solution
pour la gestion de la donnée par un software qui va se connecter au système d'information du client, qui va retraduire ces informations pour les donner au niveau des imprimantes, pour ensuite aussi les relire, avoir des systèmes de relecture pour s'assurer que ce que l'on imprime va être relu, parce que demain, vous aurez tous vos clients qui vont scanner, et quand je parle de clients, c'est les consommateurs, c'est les distributeurs, c'est potentiellement des réglementaires, voire, comme l'indiquait tout à l'heure Philippe, des sociétés de recyclage qui ont besoin de capter certaines informations. Ce qu'on peut dire peut-être aussi pour éclairer ce point, c'est que sur certaines lignes de conditionnement, tout ce qui est attrait au numéro de lot se fait en fin de ligne avec de l'incrémentation sans forcément que l'équipement soit relié au système d'information de l'entreprise. C'est-à-dire que ça peut marquer l'heure, ça peut marquer les minutes, ça peut marquer le jour, et ça c'est fait, en continu. C'est fait en continu donc, directement sur la ligne de production. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est remonter cette information pour l'entrée dans le système d'information, et c'est vous qui vous posez comme opérateur de traçabilité pour agréger toutes ces données. C'est ça la réflexion. Alors, tout à fait. Donc, on parlait du software, on parlait du hardware, on parlait tout à l'heure des AI. Quelles sont les informations que vous allez vouloir encapsuler? Plus vous allez mettre d'informations, plus votre code sera gros, plus il sera compliqué à marquer et à avoir la bonne technologie vis-à-vis de vos vitesses. Donc, c'est là où c'est aussi important d'avoir tout le comité de direction. Et on parlait tout à l'heure des silos, d'avoir tout le monde d'accord sur quelles sont les données principales nécessaires. Comme on est dans un écosystème ouvert, n'oublions pas que ce n'est pas que l'industriel. Il va y avoir des contraintes peut-être de la part des distributeurs qui sont intéressés par certaines informations qui vont leur permettre d'être aussi plus efficients. Donc l'important, ça va être une des grosses transformations, c'est que l'EAN, comme était présenté tout à l'heure, était souvent préimprimé. Donc on va passer d'une information qui était fiable, simple, froide, un GTIN, tout d'un coup à un QR code qui sera imprimé en ligne sur des cadences variées, sur des substrats variés, tout en tenant compte des évolutions d'emballage demain, parce que la sustainability va demander de faire des changements, et il va falloir associer tout ça. Et bien entendu, il sera aussi important de respecter des formats. Donc il y a des normes qui sont définies avec des grades, et tout ça, il va falloir l'intégrer. Donc vous allez avoir la relecture nécessaire. Nous avons chez Markham Image un partenariat stratégique avec Cognex pour que chaque message soit relu, mais nous travaillons également avec Axicon qui est présent pour justement s'assurer que tout l'écosystème soit bon, ainsi qu'avec Datalogic, etc. Laurent, Oui. le contrôle de toute cette information. Mais oui, au moins c'est cohérent. Donc, ce changement, il s'inscrit dans le temps, c'est ce qu'on a indiqué, mais il ne faut pas que ces nouvelles fonctions viennent à mettre en péril les systèmes classiques existants qui font du business, donc typiquement le BIP en caisse. Donc le but, c'est quelle que soit la stratégie technique utilisée pour imprimer un code, ce code doit passer en caisse et être lu de façon optimale. Pas avec des difficultés, ce qui ferait perdre du temps. Et pour faire ça, il n'y a pas obligatoirement de magie. Que ce soit un code, un QR code ou un data matrix, qui sont les deux formats acceptés et reconnus dans le monde pour mettre en œuvre le Digital Link, que ce soit un GTIN avec sa date limite de consommation ou un GTIN avec un lot, la seule façon de s'assurer de la lecture en caisse pour créer justement l'oubli de la défiance au profit de la confiance, c'est de partir sur des dispositifs factuels. Donc là, vous avez un dispositif Axicon, il y a aussi REA, il y a d'autres fournisseurs. Le principe est le suivant. C'est un matériel qui permet de dire si un QR code, quel que soit ce QR code, est conforme à la norme 18004. Il est basé lui-même dans ses tests sur une autre norme ISO 15415. Aujourd'hui, vous possédez peut-être ces dispositifs dans la lecture 1D. C'est très important, d'autant plus dans le variable, parce qu'il faut avoir la capacité de rassurer le client sur le fait que le code qu'on a fabriqué, même s'il est différent du code initial qu'on avait l'habitude de pratiquer, même s'il y a d'autres fonctions, qu'il a été fait à la volée avec des dispositifs d'impression nouveaux, le passage permet d'établir de façon factuelle un grade. Et qui dit code de bon niveau dit aisance dans la lecture,
pas de ralentissement. Voilà. Et j'insiste, et c'est là où les silos reviennent à la charge, ce n'est pas parce que le directeur du marketing a le dernier iPhone et qu'un code fonctionne qu'il est conforme à la norme. Il faut passer par la validation factuelle et pas simplement avec le dernier terminal, on peut dire pixel aussi. Et dans ces systèmes, ça va bien au-delà simplement de la lecture en caisse, de la lecture à travers un téléphone portable, mais aussi tous les dispositifs aujourd'hui de relecture en ligne pour être sûr que l'information qui est inscrite est conforme dans sa forme, parce qu'elle doit être lisible, et dans son fond, parce qu'elle a un format correct et les données sont correctes. Je voulais terminer sur un des éléments qui permettent d'amener la confiance. Au même moment où les acteurs que nous sommes font la promotion du QR code, vous entendez dans la presse que le QR code est risqué, qu'on peut perdre ses données bancaires avec un QR code. Bon, ok, ça existe. Pour autant... C'est la fameuse arnaque où on remplace le QR code qui amène sur un compte bancaire. C'est arrivé sur des dispositifs, des moyens de paiement des parcs-mètres, sur lesquels les gens, croyant bien faire, donnaient les informations bancaires à un système frauduleux parce qu'on avait détourné le QR code. Sachez qu'au sein du Digital Product Passport, il y a plusieurs initiatives de sécurisation de tout lien URL, dont le GS1 Digital Link. Donc dans le cadre du Digital Product Passport, on parle quand même de passeport, hein, il y a cet élément de sécurité et de confiance, eh bien on peut apporter le même niveau de sécurité qui existe sur les pièces d'identité françaises aujourd'hui et être capable de dire ce code a bien été émis par cette marque. Ce code est non seulement conforme, il a été signé de façon digitale et on lui amène un niveau de confiance identique aux pièces d'identité. Et ce dispositif... La chance, c'est que c'est basé sur des normes ISO issues de France, 22967 et autres. Et issues de France, c'est la France qui anime le groupe de travail au niveau de du groupe de normalisation Sensenelec, DPP, dans le groupe de travail sur la sécurité. La sécurité ne vient pas en marge d'un quelque chose, elle vient conforter, ramener de la confiance autour du code, quel que soit ce code. Et cet élément est vraiment clé. C'est qu'aujourd'hui, on avait des questions sur les dispositifs de lecture. Je peux vous rassurer que les terminaux mobiles, les systèmes de lecture industriels, les systèmes de caisse sont capables de lire et pour certains d'interpréter un QR code avec un format Digital Link. Oui. Que les dispositifs d'impression, et vous pourrez en dire encore plus, sont capables d'imprimer des codes 2D, dont les QR codes, dans la grammaire du Digital Link. Et si je mets relecture, c'est qu'il est important d'imprimer et d'être capable aussi soit de référencer, mais de relire. Pour autant, il y a un élément qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est la qualité des dialogues avec le système d'information, la qualité des données en amont qui permettent de créer, parce que, certes, marquer quelque chose, il faut une technologie. Par contre, le contenu, la qualité du contenu doit être travaillée en amont pour faire que dans tout ce système qui inclut les systèmes d'information, et je le mets au pluriel, les systèmes d'impression et les systèmes de lecture, il y ait une véritable cohérence. Et aujourd'hui, des projets qu'on accompagne, la difficulté vient de la complexité ou de la qualité des données, mais ça n'est souvent pas un problème d'impression ou de lecture, c'est toujours un problème de système d'information lié au fait que les informations se trouvent de façon diffuse, éparpillées, dans les différents silos. Avec la logistique, les informations commerciales, les informations légales. Il y a une fonctionnalité qu'on n'a pas encore vraiment évoquée, qui est celle de la sérialisation. Donc, qui peut le plus, peut le moins. Ce QR code étant en impression variable et dynamique, on peut identifier chaque produit à l'unité. Alors, juste avant, et je vais répondre à cette partie-là, lorsque vous conduisez un projet, vous allez donc, on l'a bien compris, éviter les silos, trouver les bonnes informations et ensuite devoir les encapsuler dans le code avec le bon langage. Chez Markem Images, nous avons un logiciel qui s'appelle Colosse, qui est certifié pour pouvoir fournir la bonne information sur le QR code augmenté GS1 ou le GS1 Digital Link pour s'assurer d'avoir le bon langage qui sera compris par ailleurs.
Tout à l'heure, nous avons vu un exemple d'une date qui était incohérente. Le principe est de structurer ça en amont pour s'assurer que, quelle que soit la technologie qui imprime, nous aurons la bonne information. La relecture servira par la suite. Le deuxième élément, c'est que la beauté de ce QR code augmenté GS1, c'est que vous n'êtes pas obligé d'aller directement au plus complexe. C'est progressif, donc vous pouvez démarrer simple et petit à petit rajouter des informations. Et ces informations, quelque part, elles ne sont pas limitées. Et on sent qu'on va aller vers une traçabilité de plus en plus grande qui va amener la sérialisation. Donc encore une fois, avec un GTIN qui est encapsulé, avec éventuellement un numéro de lot, avec un numéro sérialisé unique, vous allez pouvoir apporter de la valeur à tout votre écosystème sur le produit unitaire, ce qui n'était pas possible. Et l'un des éléments qui est important aussi dans cette transformation que vous allez avoir, c'est que finalement, les codes EAN étaient préimprimés vont vraiment basculer vers de la donnée chaude, de la donnée dynamique, qui sera en ligne et qui vous apportera finalement au travers d'applications, au travers de ce scan, une toute nouvelle expérience du produit, du service qui est associé. Et on est en train de construire cet écosystème de demain. Est-ce qu'à ce stade, il y a des questions dans la salle? Le compte à rebours est commencé, il reste quelques minutes. Allez-y, le micro arrive. Le micro est quelque part. Merci, quelle célérité. Hop, hop, hop. Bonjour, je suis Léa et je suis à l'Institut Agro-Dijon en dernière année en spécialisation emballage. Et on a vu que la réglementation, elle imposait d'apposer des mentions légales sur les emballages de manière visuelle. Et je me demandais si vous rencontrez des contraintes par rapport à ça ou si la réglementation va évoluer vers le fait que ces mentions peuvent être comprises dans le QR code. C'est une excellente question, bravo, parce qu'il y a aujourd'hui une contradiction dans le PAC qu'on voudrait voir réduire, et pendant ce temps-là, le législateur met de plus en plus d'informations dessus. Donc à un moment, ça manque de place. Donc aujourd'hui, vous avez le Nutri-Score, il y a Origine Info qui arrive, et il y a toutes les consignes de tri, et il y a l'obligation, effectivement, d'imprimer, de rendre lisibles les mentions légales. Donc, comment on fait ? Alors, ce serait facile de poser la question plus générale, quelle législation? Parce qu'en fonction des marchés, en fonction des produits, différentes législations s'appliquent. Le principe était qu'effectivement, jusqu'à présent, il fallait explicitement, à quelques exceptions près, indiquer de façon lisible et humaine les informations sur les produits. Sauf que les produits alcool, spiritueux, ont obligation, bientôt, liée à ce qui s'est passé sur le vin. Sur le vin, maintenant, vous avez un QR code sur la contre-étiquette qui permet d'avoir les informations des ingrédients, et ça, c'est la législation européenne qui le demande. En même temps, il y a des initiatives au cours du Digital Link sur le passage en caisse. Il y a d'autres initiatives dans le domaine de la pharma qui, jusqu'à présent, refusaient de digitaliser le leaflet, le petit manuel. Mais de s'apercevoir que le coût du leaflet est considérable, le problème d'ailleurs de replier un leaflet dans une boîte est quasiment impossible, le fait que vous l'ayez pour des profils variés, qui n'est pas le vôtre, dans des langues qui n'est pas la vôtre, eh bien, sachez qu'au sein des travaux dans la pharma, ça y est, le leaflet peut maintenant être dématérialisé derrière un code. C'est-à-dire que on va, à mon sens, apprendre de ces différentes industries pour faire que tout ou partie des informations distantes seront accessibles à travers un QR code. La question reste, est-ce que le légal évoluera aussi pour que certaines informations imprimées puissent être déportées. Pour autant, je suis très confiant, parce que, pour vous dire, tous les gens qui travaillent dans le vin, tous les gens qui travaillent dans les spiritueux regardent ce qui se passe sur le vin et sont sûrs que ça va arriver, et les gens qui regardent les autres industries, ou les gens, par exemple, qui impriment dans le domaine de la pharma, se posent aussi la question, pourquoi ce qui a été accordé dans une industrie ne le serait pas
ne serait pas généralisé. Et pour vous dire, au sein du Digital Product Passport, si ce projet initialement est pour le marquage des batteries, exclusivement des batteries, les commissaires européens ont indiqué que si ce dispositif de marquage à l'unité de chaque produit était un succès, et ça le sera, il serait généralisé à la totalité de tous les produits. Donc ça veut dire que le législateur, au moins européen, va dans ce sens. Votre question reprend le grand thème de la dématérialisation de l'information. Et il y a plusieurs exemples et contre-exemples. Le premier contre-exemple, c'est dans les vins spiritueux. C'est une obligation et les opérateurs ont beaucoup de mal à la mettre en œuvre parce qu'il faut agréger des systèmes d'information qui sont aujourd'hui dispersés, comme on l'a vu. Il y a quelque chose qui a disparu des bouteilles de vin. C'est peut-être pas perçu par tout le monde, mais c'est la CRD, la capsule représentative de droit. Donc c'est la Marianne qui est sur les bouchons. Et aujourd'hui, cette capsule congé peut être mise sur un document administratif, par exemple. Et dans le médicament, aujourd'hui, la discussion porte sur les notices. Et les notices, vous voyez, ce sont des documents sur des grandes feuilles qui sont pliées, qui prennent de la place dans la boîte. Et l'idée du législateur, c'est évidemment de supprimer cette feuille pour éviter du papier, par exemple. Mais que se passe-t-il pour les personnes qui ont des difficultés de lecture, pour les personnes qui, n'ont pas de téléphone, ça peut, voilà. Et donc cette question n'est toujours pas tranchée. Et ça fait plusieurs années que ça tourne. J'allais juste rajouter de façon assez simple, on a parlé du vin, on a parlé tout à l'heure, Philippe mentionnait le label-less. Donc ce que l'on voit, c'est qu'on travaille encore par silo au niveau de certains marchés et tout le monde regarde ce qui se passe à côté. Et on a eu une réunion chez GS1 pour justement parler de la partie vin et toutes les autres industries qui étaient présentes en train de dire pourquoi cette exception et pourquoi pas chez nous. Donc il va y avoir ces évolutions. Et suivant sur certains marchés où la partie environnementale est très importante, réduction des déchets, et puis aussi la capacité à être beaucoup plus réactif et rapide, fait qu'il y aura une évolution. Bonjour, Jean-Hubert Archen de Miller Graphics. Est-ce que d'après les propositions de ce Digital Link, tous les QR codes seront imprimés en ligne de production, il n'y aura plus de pré-impression sur les emballages? Alors, vous allez pouvoir, d'abord, il faut bien se rendre compte que le marché est très varié, des grandes, des petites entreprises, beaucoup de ressources, peu de ressources, et des priorités qui sont différentes chez chacun. Les deux peuvent exister, la pré-impression et l'impression en ligne. Si vous faites la pré-impression d'un QR code augmenté GS1, vous allez avoir quoi? Vous allez avoir une URL et le GTIN. C'est-à-dire quelque part la même chose que le barcode qui est imprimé sur vos emballages. Vous n'aurez pas beaucoup de valeur ajoutée. Vous pouvez éventuellement demander à votre converteur de vous imprimer aussi ce QR code de façon sérialisée avec un code unique. Et à ce moment-là, vous pouvez potentiellement relier au début de votre production, mettre une caméra et relier ces données avec les données de production. Mais ça veut dire que les informations ne seront pas portées directement par le produit. Il faudra aller sur ce qu'on appelle un cloud pour aller chercher une base de données et obtenir l'information. La beauté du QR code augmenté GS1, c'est justement d'incorporer toutes les données dans le QR code qui va permettre, même si on n'est pas en ligne, d'accéder à toutes les informations. Et si vous pensez juste de façon pragmatique à une préimpression qui est faite d'un QR code avec de la sérialisation. Imaginez demain en caisse chez un distributeur. La caisse va relire le code, mais elle a besoin de savoir potentiellement où est le numéro de lot, etc. Elle ne va pas aller chercher le cloud, elle n'a pas le temps. Il faut que ces données soient directement dessus. Donc il est probable que dans la majorité des cas, on soit sur un QR code avec de la donnée chaude imprimée. Sinon, se poser la question d'avoir juste un QR code générique, QR code GS1 générique, URL plus GTIN. Merci. Il n'y a pas d'autres questions dans la salle? Donc, allez-y. Le micro arrive.
Christelle. Bonjour. Christelle Chancrin, cabinet E-Cube Conseil. Juste en termes de temporalité, vous pensez à un déploiement véritablement de cette solution à quelle échéance? Et surtout, le cumul, parce qu'on l'a vu dans vos slides, du code barre avec le QR code. Phase de transition, ce qu'on appelle la phase de transition, vous allez avoir les deux. Peut-être avant de rentrer là-dessus, c'est est-ce que les fournisseurs de solutions de marquage sont prêts? Moi, je vais répondre pour Markem Images. Oui, nous sommes prêts. Nous avons fait évoluer le soft. Il est certifié pour avoir le bon message. Toutes nos imprimantes sont prêtes à imprimer ce code QR code augmenté GS1. On travaille avec des industriels, avec des distributeurs, avec tout l'écosystème. Et il y a des expérimentations qui démarrent, donc des pilotes. Ces pilotes, c'est assez intéressant, sont très différents suivant les clients. L'ambition n'est pas la même. Il risque d'y avoir une phase de transition parce qu'il y a un upgrade des solutions, des scanners de caisse pour lire le 2D. Aujourd'hui, on est à plus de 85% au niveau mondial, donc ça avance, mais il faut que tout le monde veuille avancer. Et ce qui est important, c'est plutôt que de démarrer complètement, c'est justement de lancer et de mettre en ordre de bataille une entité, une marque, pour pouvoir voir ce que l'on va pouvoir faire avec ce code. Donc la réponse, c'est nous sommes prêts dès aujourd'hui, nous sommes prêts à accompagner. Le marché est en train d'évoluer vers ça et vu la valeur qu'il apporte, probablement qu'il va avancer très rapidement. Merci. Donc on va passer au mot de la fin. Allez-y, Philippe. Écoute, à la limite, je vais rebondir sur ce que disait Eric, parce que Oui. c'est une bonne chose. J'avais juste envie d'appuyer sur le fait, effectivement, qu'aujourd'hui, on peut se permettre de ne pas attendre le 2027 pour se lancer dans des pilotes. Ça ne sert pas à grand-chose. Pour vous donner notre expérience, chez Domino, on a choisi, pour intégrer toutes les connaissances nécessaires, très rapidement de vouloir le mettre en œuvre dans nos usines, de façon à identifier nos consommables. Jusqu'à présent, on avait des data matrix, on en parlait tout à l'heure. Et on a souhaité mettre en œuvre le QR code sur nos consommables. Donc un client qui dispose d'une imprimante jet d'encre, aujourd'hui, Domino, lorsqu'il va changer son consommable, il va trouver sur l'étiquette un QR code. Lorsqu'il va lire ce QR code, il va arriver sur un site qui va lui donner le GTIN, les informations de l'eau, etc., mais pas uniquement. Parce que ce qu'on veut, c'est offrir le maximum de bénéfices à nos clients aussi. Donc, il va pouvoir accéder à des manuels d'utilisation. Donc, par exemple, comment je change ma cartouche d'encre. C'est bien gentil, c'est une cartouche. On va trouver aussi d'autres types d'informations. Donc, vraiment, il y a des bénéfices sympathiques. Je pense qu'il faut déjà essayer de découvrir ce qu'est le GS1 Digital Link, comprendre les bénéfices qu'il peut vous apporter en tant qu'industriel, comprendre les bénéfices qu'il va apporter aux consommateurs, puis pas trop tarder. Le pilote, vous pouvez le faire dès maintenant, je dirais, on peut tout à fait aujourd'hui se lancer dans ce genre de projet. Voilà, c'était le mot de la fin en ce qui me concerne. Alors, chacun, en deux mots comme on dit, les freins et les priorités pour ce Big Bang. Qui se lance? Allez, chacun, un mot, un frein, une priorité. Les freins, je crois enfin les freins, si on veut, parce que si vous avez la solution technologique, tout va bien. On en parlait tout à l'heure. Imprimer par exemple une information visuelle en complément du QR code, je crois qu'on en parlait tout à l'heure, lorsqu'on a un produit avec une largeur réduite, ça veut dire que la solution que vous allez mettre en œuvre va permettre d'imprimer avec une hauteur qui va permettre d'avoir le QR code et les informations visuelles juste en dessous, ou alors juste au-dessus. Donc il se trouve que, pareil, on a eu la chance de lancer une nouvelle technologie dans ce domaine qui permet d'imprimer assez haut pour répondre à ce genre de problématique. La priorité en un mot? La priorité à un instant T pour nous, c'est de travailler avec nos clients, de leur faire connaître effectivement toutes les bénéfices qu'offre ce QR code, proposer la technologie adéquate en fonction des cadences. On parlait tout à l'heure du fait d'impresser en ligne, en live, sur une ligne de production. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, on a des technologies qui vont s'y prêter, d'autres un peu moins, mais il se trouve qu'on a les technologies, donc il va falloir la proposer au mieux, et ça, c'est un travail. Voilà. Eric, frein, priorité, en deux mots. Alors en deux mots, les freins, je dirais, c'est de devoir changer notre façon de travailler, arrêter les silos, être ouvert et bien réfléchir ensemble. La difficulté, c'est qu'on est dans un monde où on a des interlocuteurs classiques et aujourd'hui, il faut remonter aux directions générales, avoir tout le monde pour pouvoir construire ce projet. Les opportunités, c'est qu'on a organisé
Notre organisation est faite pour vous accompagner, faire du conseil, de l'audit, pour pouvoir regarder ce qui est nécessaire à faire. Et on a voulu rendre les choses extrêmement flexibles par de la location de matériaux, parce que demain, vos emballages vont changer. Peut-être que la technologie actuelle ne marche pas. Enfin, pour finir, je vous invite à venir sur notre stand, le E141, allée E141, et de vivre l'expérience du tunnel de l'arrivée du code 2D. Vous pourrez voir un peu tout ce que l'on met en place. Donc le message, c'est « nous sommes prêts ». Il y a un Big Bang, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il est contrôlé. 2 mots, Laurent. Alors, 2 mots. Les freins, c'est en fin de compte la peur du nouveau et la gestion de la transition. Donc ça, c'est quelque chose de difficile. Le côté positif, c'est de voir 2 concurrents qui partagent un langage commun. Et aujourd'hui, la réalité de la confiance retrouvée, parce que la prudence de certains n'est plus maintenant explicable, sachant que les normes, les standards, les pratiques sont partagées parfois par des concurrents. Donc je reste positif sur la partie planning qui, je pense, 2027, il y aura les systèmes de caisse disponibles et un très grand nombre de produits marqués. Merci beaucoup. 10 secondes. En un mot, merci à tous les 3. Merci d'avoir assisté à cette conférence et bon salon. Et encore, merci. Merci beaucoup, merci messieurs pour cette très belle conférence. Merci pour votre participation. On a pu en effet en savoir plus sur le QR code.